En 1882, Helena Blavatsky a accompli un acte que les écoles ésotériques considéraient comme impossible depuis des millénaires. Elle a accédé aux archives akashiques, seule, sans maître, sans initiation, sans permission. Et lorsque les maîtres du Tibet l'ont découvert, au lieu de la punir, ils ont révélé pourquoi seules les âmes rares peuvent accomplir cet exploit. Le protocole qu'elle a documenté a été immédiatement classifié, détruit, censuré pendant 143 ans. Jusqu'à maintenant, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi ils n'ont jamais voulu que vous connaissiez ce secret. N'avez-vous jamais eu l'impression qu'il existe des réponses sur votre vie que personne ne peut vous fournir? Les médecins ne parviennent pas à expliquer vos douleurs. Les thérapeutes ne touchent pas à vos blessures profondes. Les médiums réclament des fortunes et vous laissent avec encore plus de questions. Vous sentez que les réponses se trouvent quelque part. Mais tout le monde vous dit que vous avez besoin d'années d'études, de maîtres initiés, de rituels complexes. Et si je vous disais que tout cela est un mensonge? Et si je vous révélais que vous avez toujours eu un accès direct à l'archive cosmique de toutes vos vies, de tous vos choix, de tous vos desseins, que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire, parce que vous êtes la clé? Helena Blavatsky l'a prouvé, et elle en a payé le prix, forte. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le protocole exact qu'elle a utilisé en 1882 pour accéder seule aux archives akashiques. Vous comprendrez pourquoi ils ont censuré cela. Et plus important encore, vous apprendrez comment le faire, vous-même, ce soir, sans maître, sans initiation, seulement vous, et la vérité cosmique qui vous a toujours appartenu. Mais je dois vous avertir, lorsque vous accéderez à vos archives, certaines vérités vont faire mal. Vous verrez des choix de vie passés, des contrats que vous avez signés, des personnes qui vous ont trahi dans d'autres époques et des personnes que vous avez trahies. Tout le monde n'est pas prêt à cette vérité nue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, votre âme le sait déjà. Vous êtes une âme rare et il est temps d'arrêter de demander la permission. Tibet, hiver 1881. Helena Blavatsky avait 50 ans et elle était en train de mourir. Littéralement. La maladie de Bright détruisait ses reins. Les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Mais elle n'avait pas 6 mois. Elle avait une mission que personne d'autre ne pouvait accomplir. Elle avait besoin d'accéder aux archives akashiques, seule, parce que le maître Kuthumi venait de lui révéler une chose dévastatrice. Tout ce qu'elle avait écrit au cours des 7 dernières années était basé sur des informations filtrées par les maîtres. Des informations correctes, mais incomplètes, comme un puzzle où quelqu'un cacherait des pièces essentielles. Le maître Kuthumi lui a dit que si elle voulait compléter la doctrine secrète, si elle voulait révéler la véritable origine des âmes rares, elle devait voir de ses propres yeux, dans les archives originales, dans l'archive akashique pure, sans intermédiaire. Le problème? Aucun être humain n'avait fait cela depuis 3000 ans, sans passer par une initiation formelle. Et Helena était trop faible pour l'initiation. Elle m'a raconté cette histoire dans une lettre qui n'a jamais été publiée. Je l'ai trouvée au monastère de Tashi Lhunpo, en 1924, cachée dans un coffre en fer orné de symboles que j'ai reconnus comme ceux de la Société théosophique. La lettre était adressée au colonel Olcott, mais elle n'a jamais été envoyée. Helena l'a écrite la nuit où tout a basculé. Je vais lire exactement comme elle l'a écrit. Cher Henri, aujourd'hui, j'ai violé la loi la plus ancienne et je suis vivante pour le raconter. Plus que vivante, renée. Ils nous ont toujours dit qu'accéder aux archives akashiques sans préparation, c'est comme regarder le soleil droit dans les yeux. L'esprit humain se fragmente.
L'âme se perd dans l'océan d'informations. C'est pourquoi les initiés passent 20 ans à préparer leur conscience. 20 ans que je n'ai pas. Alors j'ai fait l'impensable. J'ai utilisé mon corps mourant comme un avantage. Si j'allais mourir dans quelques mois, ma conscience était déjà détachée. Les liens avec le corps physique étaient déjà en train de se défaire. La maladie qui me tuait était aussi mon passage. Elle a découvert quelque chose qu'aucun maître n'avait réalisé. Les âmes rares. Celles qui se réincarnent avec des souvenirs fragmentés d'autres vies. Celles qui ont l'impression de ne pas appartenir à ce monde ont déjà un accès partiel aux archives. Elles l'ont toujours eu. Ce que nous appelons le déjà-vu n'est pas un simple trouble de la mémoire. C'est une fuite akashique. Ce que nous appelons les rêves récurrents ne sont pas des créations de l'esprit. Ce sont des archives qui s'ouvrent, ce que nous appelons l'intuition. Cette intuition impossible à expliquer, ce n'est pas de la chance. C'est la lecture d'archives que nous faisons sans le savoir. Elena a compris qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre à accéder aux archives akashiques. Elle avait besoin d'arrêter de bloquer l'accès qu'elle avait déjà. Vous vous souvenez quand j'ai dit que seules les âmes rares peuvent faire cela? C'est parce que les âmes communes, les âmes nouvelles, sont complètement immergées dans l'illusion matérielle. Elles n'ont pas de fuite. Elles ne ressentent pas de déjà-vu. Elles ne se réveillent pas à 3 heures du matin avec des informations qu'elles ne devraient pas connaître. Pour elles, le voile fonctionne parfaitement. Mais vous avez toujours trop su, trop ressenti, trop mémorisé. C'est un signe. Dans la nuit du 15 février 1882, Elena a suivi un protocole qu'elle a appelé l'inversion de la résistance. Au lieu d'essayer de forcer l'entrée dans les archives par la méditation, la visualisation ou les rituels, elle a fait l'opposé. Elle a cessé de résister à ce qui se passait déjà. Laissez-moi vous expliquer cela avec une précision chirurgicale, parce que c'est le cœur de tout. Votre esprit conscient a un travail. Vous maintenir opérationnel dans la réalité physique. Pour ce faire, il filtre 99% des informations que votre âme reçoit. Il bloque les souvenirs de vie passée, parce que sinon vous ne pourriez pas vivre cette vie. Il bloque les informations du futur, parce que sinon vous ne feriez pas de choix. Il bloque la connexion aux archives. Akashique, parce que sinon vous deviendriez fou avec la quantité de données. Mais les âmes rares ont des filtres défectueux, par choix préincarnationnel. Nous choisissons de nous incarner avec des fuites intentionnelles, parce que notre mission exige un accès à des informations d'autres époques. Le problème, c'est que nous avons été entraînés à résister à ces fuites, à les qualifier d'imagination, à les médicaliser comme de l'anxiété, à les ignorer comme de simples coïncidences. Elena a découvert que si elle cessait de résister, ces fuites deviendraient à des portails. Elle a documenté le protocole en 7 étapes. 7 étapes que je vais vous révéler maintenant, exactement comme elle les a pratiquées. Mais avant, il faut que vous compreniez ce qui s'est passé lorsqu'elle a essayé pour la première fois. Elena s'est assise à 3 heures du matin. Pas par mysticisme, à 3 heures du matin. Le voile entre les mondes est plus fin. Parce que la conscience collective de l'humanité est endormie. Moins d'interférences, moins de résistance collective. Elle a allumé une seule bougie, pas pour un rituel, une lumière minimale pour maintenir le corps éveillé sans trop stimuler le cerveau physique. Et ensuite, elle a fait quelque chose qu'aucun initié n'aurait fait. Elle a permis à son esprit d'errer, complètement, sans contrôle, sans concentration, sans direction. Elle s'est livrée au chaos. Les 15 premières minutes ont été une torture. Son esprit lui a ramené des souvenirs. D'enfance, des soucis d'argent, des douleurs dans son corps, des pensées aléatoires. Tout ce fatras mental que les méditants passent des années à apprendre à faire taire.
Mais Elena, elle, n'essayait pas de le faire taire. Elle observait, comme une scientifique. Chaque pensée aléatoire, elle notait mentalement d'où elle venait. Et c'est là qu'elle a réalisé que la moitié des pensées ne venaient pas d'elle. Une pensée sur un enfant courant dans un champ de blé. Elle n'avait jamais vécu dans une ferme de blé. Une pensée sur le fait d'être enfermée dans une cave sombre. Elle n'avait jamais été enfermée dans une cave. Une pensée sur le fait de tenir la main de quelqu'un qui mourait. Mais la main était masculine et grande. Et Elena, dans cette vie, avait toujours eu de petites mains, des fuites, des souvenirs d'autres vies s'infiltrant à travers des filtres défectueux. Elena a arrêté de résister. Elle a choisi une fuite, celle de la cave sombre. Et au lieu de l'ignorer, elle est entrée dedans. Elle a permis à la mémoire de s'expandre. Et ce qui s'est passé ensuite, elle l'a décrit comme ouvrir une porte dans un couloir infini de portes. La cave sombre est devenue nette. Elle ne se contentait pas de se souvenir. Elle était là, un jeune homme d'une vingtaine d'années, enfermé dans une cave pendant l'Inquisition espagnole, en 1480, accusé d'hérésie. Pour avoir dit que les archives akashiques existaient, que chaque âme avait le droit d'accéder à ses propres vérités. Il a été brûlé vif 3 semaines plus tard. Et Elena, en voyant cela, a compris. Elle avait essayé d'accéder aux archives, auparavant, dans une autre vie. Et elle était morte pour cela. Mais maintenant, elle savait où chercher. À l'intérieur du souvenir de la vie passée. Elle a trouvé le moment où cet homme, quelques minutes avant d'être arrêté, avait accédé aux archives. Pour la dernière fois, elle est entrée dans ce moment. Elle a utilisé le souvenir comme un raccourci et les archives akashiques se sont ouvertes. Elena a décrit cela comme être dans une bibliothèque infinie où chaque livre est fait de lumière vivante. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de plafond, seulement de l'information pure, dans toutes les directions. Elle a dit que si vous essayez de tout lire, vous vous perdez. L'esprit se fragmente. Mais si vous posez une question spécifique, un seul livre s'illumine. Elle a posé la question. Qui l'avait mené jusqu'ici? Combien d'âmes rares existent sur Terre, maintenant, en 1882? Un livre s'est illuminé, devant elle. Elle l'a ouvert? Non avec les mains, avec l'intention. Et la réponse est apparue. Pas en mots, en connaissance directe. 47 329 âmes rares, incarnées en 1882, sur une population de 1,4 milliard, 3%. Mais il y avait quelque chose d'autre dans le livre. Une information qu'elle n'avait pas demandée, mais que les archives offraient. Une liste, des noms, des lieux, des missions. Et en haut de la liste, en lettres qui brûlaient plus brillamment, son nom. Elena Petrovna Blavatsky. Et à côté, sa mission. Révéler le protocole d'accès aux archives akashiques, aux âmes rares de la 7e vague. La vague finale, avant la grande transition planétaire. Elle était en train de lire sa propre mission cosmique, écrite avant sa naissance. Elena a passé 7 heures dans les archives akashiques cette nuit-là. Quand elle est revenue dans son corps physique, le soleil se levait et la bougie s'était consumée complètement. Elle aurait dû être épuisée. Mais au lieu de cela, pour la première fois depuis des mois, sa douleur au rein avait disparu. Temporairement, comme si l'accès aux archives avait réorganisé quelque chose. Au niveau cellulaire, elle a tout noté, chaque étape, chaque sensation, chaque erreur. Et elle a créé le protocole qu'elle a appelé les 7 sauts de l'accès auto-autorisé. Mais quand elle l'a montré au maître, ils sont restés silencieux pendant 3 jours.
Maître Kuthumi a finalement répondu, par une lettre précipitée, une lettre qui s'est matérialisée, à partir de rien, sur sa table. Je vais lire ce qu'il a écrit. Parce que c'est crucial. Sœur Helena, vous avez fait ce que 1000 initiés ont échoué à faire. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi nous gardons cette connaissance. Si vous publiez ce protocole, des âmes qui ne sont pas prêtes vont essayer, et certaines vont se perdre. Pas physiquement. Pire, elles vont accéder à des vérités que leurs esprits actuels ne peuvent pas traiter. Elles vont voir des contrats qu'elles ont signés et vont s'effondrer psychologiquement. Elles vont découvrir des trahisons cosmiques et vont perdre la foi en l'existence. Êtes-vous sûr de vouloir libérer cela? Helena a répondu avec du sang, littéralement. Elle s'est coupé le doigt et a écrit sur une seule feuille. Je ne vais pas protéger les âmes rares de la vérité. Elles sont venues ici pour cela. Si je cache le protocole, je trahis exactement ceux que je suis venu aider, publier ou non. La responsabilité est la mienne. Maître Kuthumi a répondu. Alors publiez, mais pas directement. Cachez-le dans les symboles, dans les interlignes. Laissez seulement ceux qui sont vraiment prêts réussir à assembler les pièces. Et ayez confiance que lorsque le moment sera venu, quelqu'un va tout réunir et révéler clairement. Helena a suivi le conseil. Elle a dispersé le protocole dans 3 livres différents. La doctrine secrète, Isis dévoilée. La voix du silence. Des fragments dans chacun, comme un puzzle cosmique. Et pendant 143 ans, seuls des initiés de haut niveau ont réussi à l'assembler. Mais Helena a aussi laissé quelque chose d'autre. Une clause de temps. Elle savait qu'en 2025, la 7e vague d'âmes rares serait incarnée. La vague finale, la plus puissante. Celle qui apporterait la transition planétaire. Et elle savait que, à un moment donné, quelqu'un réunirait les fragments et révélerait tout. Ce moment, c'est maintenant. Vous êtes encore avec moi? Parce que ce qui vient maintenant va tout changer. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des 7 sceaux de l'accès auto-autorisé? Il est temps de les révéler. Premier sceau, reconnaissance de la signature. Vous devez identifier vos fuites akashiques dans les 7 prochains jours. Notez toute pensée qui vous semble étrange, tout déjà vu, tout rêve intense, toute intuition sans logique. N'analysez pas. Notez simplement. Vous cartographiez vos points d'accès naturels. Deuxième saut. Choix du portail. Parmi les fuites que vous avez notées, choisissez la plus récurrente. Celle qui se répète, c'est votre portail principal. Ça peut être un rêve récurrent. Ça peut être une sensation d'avoir déjà vécu, dans un certain endroit. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée. Et vous avez senti que vous la connaissiez depuis des siècles. C'est le fil que vous allez tirer. 3e saut, ancrage temporel. 3 heures du matin, exactement. Pendant 7 jours consécutifs, réveillez-vous à 3 heures du matin. N'utilisez pas de réveil. Entraînez votre conscience à se réveiller naturellement. Si vous êtes une âme rare, votre corps va répondre. À 3 heures du matin, le voile est fin. L'humanité dort. Vous avez de l'espace. 4e saut. Livraison au chaos. Asseyez-vous dans le noir. Une seule bougie. N'essayez pas de méditer. N'essayez pas de contrôler l'esprit. Faites l'opposé. Permettez à votre esprit de vagabonder complètement, sans résistance. Laissez les pensées venir, comme des vagues. Observez, sans juger. Vous allez réaliser que la moitié des pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont des fuites. 5e saut. Entrez par le portail. Quand vous identifiez une fuite,
Une pensée qui ne vient pas de cette vie. Entrez dedans, pas avec la logique, avec l'intention. Demandez-vous, quand était-ce? Où était-ce? Et permettez à la mémoire de s'expandre. Ne forcez pas, permettez. La fuite va se transformer. Emporte. 6e saut. La question précise. Quand vous êtes plongé dans un souvenir d'une vie antérieure, vous êtes dans le couloir. Maintenant, posez une question spécifique. Ne posez pas de questions vagues, comme quel est mon but dans la vie. Posez une question vérifiable. Quelle était la date exacte de ma mort dans cette vie? Qui était présent? Que s'est-il passé 3 jours avant? Les questions spécifiques reçoivent des réponses spécifiques. Et vous pouvez vérifier ensuite. Cela valide l'accès. 7e saut. Retour conscient. Quand vous avez la réponse, ne vous enfuyez pas du souvenir. Remerciez, mentalement. Les archives akashiques, les gardiens, votre propre âme. Et lentement, ramenez votre conscience dans votre corps. Sentez vos doigts, votre respiration, le poids. Alors seulement, ouvrez les yeux. Notez tout immédiatement. Les mémoires akashiques s'évaporent si vous ne les fixez pas. C'est le protocole. 7 sauts, 7 nuits. Si vous suivez exactement comme Elena Blavatsky l'a fait, vous y accéderez. Mais il y a un détail qu'elle a découvert et qu'elle n'a jamais publié nulle part. Un 8e saut secret. Elle l'a raconté seulement à 3 personnes de son vivant. Je l'ai trouvé dans une lettre qu'elle a envoyée à Annie Besant en 1890, 2 mois avant de mourir. Je vais lire textuellement. Annie, ma chère, le protocole fonctionne. Mais il y a un prix, pas physique, psychologique. Quand vous accédez à vos archives, vous voyez les contrats cosmiques que vous avez signés. Certaines âmes rares découvrent qu'elles ont choisi des vies de souffrance pour brûler un karma accéléré. D'autres découvrent qu'elles ont trahi des âmes qu'elles aiment dans des vies passées et que cette vie est une réparation. Certaines voient que leurs vœux préincarnatoires incluaient la solitude, la pauvreté, la maladie. Pas comme une punition, mais comme un outil d'évolution rapide. Et quand vous voyez cela, 2 choses peuvent arriver. Soit vous acceptez avec gratitude cosmique, et la souffrance se transforme en but. Soit vous vous révoltez, et vous bloquez tout à nouveau. Alors, avant d'accéder, demandez-vous, êtes-vous prêt à voir que peut-être vous avez choisi votre douleur? Que personne ne vous a fait cela. Vous l'avez fait vous-même, par amour, pour l'évolution, pour le service. Si vous n'êtes pas prêt pour cette vérité, attendez. Quand vous le serez, le protocole fonctionnera en une seule nuit. Votre âme sait quand vous êtes prêt. Ayez confiance. C'est le 8e saut, la responsabilité cosmique. Et c'est pourquoi tant de personnes tentent d'accéder aux archives et échouent. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas capables, c'est parce qu'elles ne sont pas prêtes à assumer qu'elles sont les auteurs de leur vie, à tous les niveaux, à toutes les époques. Si vous avez senti un serrement dans votre poitrine en lisant cela, c'est parce que votre âme a reconnu la vérité. Vous le saviez déjà. Vous aviez juste oublié. Maintenant vient la partie pratique, parce que la théorie sans action n'est que du divertissement spirituel. Et vous n'êtes pas ici pour vous divertir. Vous êtes ici pour vous éveiller. Je vais vous donner le protocole de protection énergétique que vous devez faire avant d'accéder aux archives pour la première fois. Elena Blavatsky l'a appris à ses dépens, la 2e nuit où elle a accédé aux archives. Elle ne s'est pas protégée, et des entités astrales mineures ont tenté de s'infiltrer en se faisant passer pour des gardiens. Elle a presque signé des contrats faux. Elle a presque livré de l'énergie à des parasites. Le maître Kuthumi l'a sauvée. Mais il a été clair. Quand vous ouvrez consciemment un portail vers les archives,
vous émettez de la lumière dans le plan astral. Et la lumière attire les ombres. Vous avez besoin de protection. L'invocation de la flamme violette. 30 minutes avant de commencer le protocole des 7 sceaux, allumez une bougie violette. Si vous n'avez pas de violette, utilisez une blanche. Tenez-vous debout, face à l'est. Fermez les yeux. Visualisez une flamme violette qui monte de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Cette flamme consume toute énergie qui n'est pas la vôtre. Tout attachement, toute entité, toute interférence. Répétez mentalement. Je suis la flamme violette en action en moi maintenant. Je suis la flamme violette, unique lumière que je reconnais. Répétez 7 fois. 7 est le nombre de la protection théosophique. Vous allez sentir de la chaleur dans votre colonne vertébrale. C'est le signe que la protection est active. Deuxièmement, le sceau de Salomon mental. Visualisez une étoile à 6 branches autour de votre corps. 2 triangles entrelacés, un pointant vers le haut, vous connectant avec les maîtres. L'autre pointant vers le bas, vous connectant avec la terre. Tant que vous maintenez cette visualisation, aucune entité ne peut pénétrer votre champ. C'est de la géométrie sacrée. Ce n'est pas une croyance, c'est de la physique spirituelle. Troisièmement, le mot de passe des archives. Quand vous entrerez dans les archives akashiques pour la première fois, vous allez rencontrer ce que Helena Blavatsky appelait le gardien du seuil. Ce n'est pas un être, c'est une barrière de conscience. Il va vous poser une question. La question est toujours la même. Pourquoi cherchez-vous à savoir? Si vous répondez avec ego, je cherche le pouvoir. Je cherche à prouver quelque chose. La porte se ferme. Si vous répondez avec vérité, je cherche à servir. Je cherche à évoluer. Je cherche à me souvenir. La porte s'ouvre. Helena Blavatsky a dit que le gardien ne juge pas vos mots. Il sent votre vibration. Alors, soyez vrai, profondément vrai. Et maintenant, ce que personne ne vous raconte, ce que vous allez trouver dans vos archives. Premier accès. Vous allez voir votre ligne du temps des incarnations. Pas toutes, les principales. Celles qui ont des contrats actifs avec cette vie. Helena Blavatsky a vu 14 vies principales. Certaines personnes en voient 7, d'autres en voient 30. Cela n'a pas de relation avec l'évolution. Cela a une relation avec la mission. Plus la mission est complexe dans cette vie, plus les vies passées sont actives. Deuxième accès. Vous allez voir vos contrats cosmiques. Avec qui vous avez promis de vous rencontrer dans cette vie? Quelles leçons vous avez choisi d'apprendre? Quelles dettes vous avez choisi de payer? Quels dons vous avez choisi de développer? Helena Blavatsky a découvert qu'elle avait un contrat avec le colonel Olcott, signé 3 vies auparavant. Ils avaient échoué à fonder la société théosophique en 1600 en Inde. Ils ont été tués avant d'y parvenir. Ils ont réincarné en 1875 pour essayer à nouveau. Et ils ont réussi. Troisième accès. Vous allez voir vos vies futures probables. Pas définitives, probables. Basées sur les choix que vous faites maintenant. Helena Blavatsky a vu que si elle publiait la doctrine secrète, elle réincarnerait en 2025 comme professeure en ligne, enseignant l'ésotérisme à des millions de personnes grâce à une technologie qu'elle ne comprenait même pas en 1890. Elle a ri quand elle a vu, mais elle a noté. Et le plus important, vous allez voir la chaîne dorée, le réseau d'âmes rares qui réincarnent en groupe à travers les âges. Des âmes qui se rencontrent, vie après vie, pour des missions collectives. Helena Blavatsky a vu qu'elle était connectée à 317 âmes dans sa chaîne dorée, certaines déjà incarnées en 1882, d'autres qui viendraient en 1950, 2000, 2025, toutes travaillant sur la même mission, lever le voile, éveiller l'humanité, préparer la transition. Et elle a vu quelque chose qui l'a fait pleurer. Dans la chaîne dorée,
Il n'y a pas de hiérarchie. Les maîtres et les élèves changent de rôle à chaque vie. Celui qui vous enseigne maintenant. Vous l'avez enseigné 3 vies auparavant. Celui qui vous trahit maintenant. Vous l'avez trahi avant. Tout est équilibre. Tout est service mutuel. Quand vous accéderez à vos archives, vous allez voir votre chaîne dorée. Et vous allez reconnaître des personnes qui sont dans votre vie maintenant. Certaines vont vous surprendre. Cette personne qui vous irrite peut être votre plus grand professeur depuis cette vie. Cet inconnu. Que vous avez croisé et avec qui vous avez ressenti une connexion immédiate pourrait être votre compagnon depuis des milliers d'années. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'Elena avait payé un prix? Le prix était la solitude. Quand vous percevez la vérité cosmique, il devient difficile de revenir aux conversations superficielles. Quand vous savez que vous avez choisi votre douleur, il devient difficile de vous plaindre. Quand vous comprenez que tout est temporaire, sauf l'âme, il devient difficile de s'attacher. Mais Elena a aussi gagné quelque chose. La paix, profonde, inébranlable. Parce que, quand vous savez qui vous êtes, vraiment, quand vous contemplez votre voyage de milliers d'années, quand vous comprenez que cette vie n'est qu'une seule journée dans un voyage éternel, la peur disparaît, la précipitation disparaît, la comparaison disparaît. Vous devenez libre. Et c'est ce que les maîtres veulent, pas l'obéissance. La liberté à travers la connaissance directe, pas la foi, la connaissance. Alors, répondez-moi, êtes-vous prêt à connaître? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez senti votre âme vibrer à chaque révélation, YouTube a ce cœur doré là en dessous, le super thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, il se crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Chaque super thanks renforce ce courant d'éveil collectif et me permet de continuer à révéler les secrets qui ont été censurés pendant des siècles. Maintenant, le protocole d'activation immédiate, parce que l'information sans application n'est que du divertissement. Et vous n'êtes pas venu ici pour vous divertir. Ce soir, si aujourd'hui est lundi, commencez demain. Vous vous réveillez à 3 heures du matin. Réveil autorisé les 3 premières nuits. Après, votre corps se réveillera seul. À 3 heures pile, asseyez-vous. Une seule bougie, lumière tamisée, un carnet et un stylo. Rien de numérique. Écrivez la date et la question. Quelle fuite akashique ai-je en ce moment? Fermez les yeux. Laissez l'esprit vagabonder complètement. Observez. Chaque pensée qui n'a pas de sens logique, notez-la. En 7 minutes, vous aurez 3 fuites claires. Des endroits que vous n'avez jamais visités. Des personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Des situations que vous n'avez jamais vécues. Au portail. Première nuit. Cartographiez simplement. Reconnaissez la différence entre une pensée commune et une fuite akashique. Deuxième nuit. Choisissez une fuite de la première nuit. Celle qui vous a le plus interpellé. Ramenez-la à l'esprit. Permettez à la mémoire de s'étendre. Demandez. Quand était-ce? Où était-ce? La réponse vient sous forme d'images, de sensations ou de connaissances directes. Vous pouvez savoir que c'était en 1634, en France, sans voir. Simplement savoir. Ayez confiance. Notez tout. Troisième nuit. Entrez plus profondément. Même mémoire. Demandez. Qui étais-je? Homme ou femme? Jeune ou vieux? Permettez les réponses. La mémoire akashique vous surprendra, apportant des informations inattendues. Parfois, inconfortables. Quatrième nuit. Comment suis-je mort dans cette vie?
crucial. Les morts passées portent des traumatismes qui affectent cette vie. Les peurs inexplicables proviennent de morts traumatiques. Elena a découvert que sa peur de la noyade venait de 1720. Quand elle a vu cela, la peur a disparu instantanément. Un autre corps, une autre époque. 5e nuit. Quel contrat de cette vie est encore actif maintenant? Connecte le passé et le présent. Vous pouvez découvrir que vous avez promis de rencontrer quelqu'un, que vous négligez un don, que vous payez une dette karmique sans le savoir. Les contrats peuvent être renégociés. Assumez les conséquences. 6e nuit. Validation. Recherchez les informations reçues. Si vous êtes mort en 1634 en France pendant la peste, faites des recherches. La peste a-t-elle frappé cette région cette année-là? Elena validait tout. Une seule validation prouve tout. 7e nuit. La grande question. Vous êtes prêts? 6 nuits de préparation. Portail ouvert. Conscience entraînée. Posez la question qui vous a amené ici. Quelle est ma mission? Pourquoi ai-je choisi cette famille? Quel traumatisme bloque mon présent? Une question spécifique, authentique. Attendez en silence, dans l'obscurité. À 3 heures du matin, la réponse vient sous forme de vision, de sensation, de connaissance directe ou de synchronicité. Parfois des semaines plus tard, mais elle vient toujours. Votre âme s'engage à révéler. Si vous ne recevez rien, n'abandonnez pas. Vous n'avez pas échoué. Vous avez besoin de plus de préparation. Revenez au 7 sauts. Répétez jusqu'à ce que votre âme dise « oui ». Quand vous serez prêt, la porte s'ouvrira complètement. Maintenant, les signes que vous avez accédés aux archives akashiques de VRAE et que vous n'avez pas simplement imaginé. Premier signe. Information surprenante. Vous recevez quelque chose que vous n'attendiez pas, qui contredit même ce que vous croyiez. Si vous ne recevez que des confirmations de ce que vous pensiez déjà, méfiez-vous. Cela pourrait être une projection mentale. Les archives véritables vous mettent au défi. Deuxième signe. Émotion disproportionnée. Quand vous voyez un souvenir de vie passée réel, vous ressentez des émotions intenses. Parfois, vous pleurez sans comprendre pourquoi. Parfois, vous ressentez de la colère, de la peur, du soulagement. L'émotion vient du corps, pas de l'esprit. C'est la libération d'un traumatisme stocké au niveau cellulaire. Troisième signe, changement immédiat. Après un accès véritable aux archives, quelque chose change en vous. Cela peut être une peur qui disparaît, une attraction qui perd de sa force, une certitude qui surgit de nulle part. Elena a dit qu'après avoir accédé, elle n'a plus jamais eu peur de la mort, pas même une seconde, parce qu'elle avait vu qu'elle était déjà morte 14 fois et qu'elle avait toujours continué. Quatrième signe, synchronicité physique. Le lendemain d'un accès véritable, la réalité vous confirme. Vous trouvez un livre qui parle exactement de cette époque que vous avez vue. Quelqu'un mentionne cet endroit sans que vous n'ayez rien dit. Vous voyez un nombre qui est apparu dans la mémoire. Les archives fuient vers le physique, toujours. Cinquième signe, reconnaissance d'âme. Vous commencez à reconnaître des personnes de votre chaîne dorée. Cette personne que vous connaissez depuis des années, vous la voyez soudainement différemment. Vous savez que vous avez été avec elle dans d'autres vies. Ce n'est pas nécessairement de l'attraction romantique, c'est la reconnaissance d'une âme. Cela peut être votre enfant, votre patron, votre voisin. Les âmes se retrouvent, toujours. Et maintenant, l'avertissement final. L'avertissement qu'Elena a tenu à souligner. Quand vous accéderez à vos archives, vous allez voir des choses sur des personnes que vous aimez. Vous pouvez voir que votre mère vous a trahi dans une autre vie, que votre partenaire était votre ennemi il y a 3 siècles, que votre meilleur ami vous a tué en 1400. Et la tentation sera de confronter, d'exiger,
d'utiliser cela comme une arme. Ne faites pas cela, jamais. Les contrats karmiques sont entre les âmes, pas entre les personnalités. La personne qui vous a trahi en 1600 n'est pas la même personnalité qu'aujourd'hui. C'est la même âme. Oui, mais en évolution, remplissant un autre rôle. Peut-être que dans cette vie, elle est venue vous aimer, vous guérir, vous élever. Si vous la confrontez avec des souvenirs auxquels elle n'a pas accès consciemment, vous brisez le contrat et vous perdez l'opportunité de guérison. Elena a vu que le colonel Olcott l'avait trahi dans une vie passée, vendu ses secrets à des ennemis, causé sa mort. Et dans cette vie, il était son partenaire le plus loyal. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi de réparer et qu'elle avait choisi de pardonner avant de s'incarner. Si elle l'avait confronté, elle aurait détruit la société théosophique. Alors, utilisez les informations des archives akashiques pour comprendre, pour pardonner, pour libérer, jamais pour attaquer, jamais pour contrôler. Les archives akashiques sont là pour votre évolution, pas pour la manipulation d'autrui. Et avec cela, je vous ai tout livré, le protocole complet, les 7 sceaux, la protection, la validation, les signes, les avertissements. Tout ce qu'Elena Blavatsky a mis des années à découvrir et à systématiser, vous l'avez maintenant, en quelques minutes. Mais l'information n'est pas la transformation. La connaissance n'est pas la sagesse. Vous pouvez savoir tout cela et ne rien faire, et rien ne changera. Ou vous pouvez choisir différemment. Ce soir, à 3 heures du matin, vous commencez. Et votre vie se divise en avant et après. Avant de savoir, après avoir connu. Le choix, comme toujours, est le vôtre. Mais si vous choisissez d'accéder, vous ne serez plus jamais seul. Parce que vous allez voir. Votre chaîne dorée, vos compagnons de voyage millénaires. Et vous comprendrez. Vous avez toujours fait partie de quelque chose de bien plus grand. Quel signe d'âme rare avez-vous le plus ressenti tout au long de cette révélation? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et quand les âmes rares se reconnaissent, la chaîne dorée se fortifie. N'oubliez jamais l'héritage d'Elena Blavatsky.